menteur. Si tu es fier de ta famille, pourquoi ne portes-tu pas ton vrai nom? Quel est l'effroyable secret que tu caches? Un ogre? Une sorcière? Un bouilleur d'enfants? Mais lâchez-moi ça! La criminalité est-elle génétiquement programmée ou est-elle véhiculée par la culture d'une famille? C'est la question que se posent de nombreux policiers quand ils voient tout le temps les noms des mêmes familles revenir dans les crimes et délits dans le monde entier. Lorsqu'on s'interroge à une famille, eh bien, on tape son nom sur Internet, on tape Tréfingui, puis on voit, Tréfingui, c'est des thèses de doctorants en droit, c'est de la production littéraire, c'est des juges, c'est des avocats, c'est des industriels, toute petite famille. Vous tapez mon premier patronyme, Guillemot, vous avez des Chouans, des héros de la résistance, des anti-républicains, des gens courageux, un général Chouan d'ailleurs qui a failli renverser la Révolution française. Et puis quand vous tapez Witowski, vous tombez véritablement sur deux types de personnes. Soit des juifs qui sont allés dans les camps de concentration, soit des caponazis, des criminels, des menteurs, des voleurs, des assassins, des hommes de paille, des psychopathes. Alors est-ce que la folie est liée au patronyme? Est-ce qu'elle est née à la culture donc de la famille ou est-ce qu'elle est génétiquement programmée? Il y a quelques mois, j'avais demandé à des amis de la sûreté marocaine de me donner des informations sur un personnage parce que je m'étais intéressé au pasteur Peter Witowski, qui est un pasteur américain qui fait l'apologie de la pédocriminalité, qui prépare, dit-il, ses brebis à accepter la pédocriminalité. Il a lui-même 2 filles et un garçon. Alors on ne sait pas s'il a des rapports sexuels avec ses enfants, mais on voit que on a un Witowski arrêté aux États-Unis, on a un Witowski arrêté en Suède, on a un Witowski arrêté en Australie, qui sont tous des pédocriminels. Et puis lorsqu'on tape, par exemple, le nom d'un patronyme, par exemple, on va taper Alfred Witowski ou Joseph Witowski, et qu'on s'intéresse à la vie des Witowski en France, et si ces personnes-là ont un lien familial ou un lien génétique, on tombe sur Joseph Witowski aux États-Unis. C'est un escroc qui a fait l'objet d'une sentence en 2017 pour avoir volé la petite bagatelle, respirez bien, de 40 millions de dollars. Voilà, c'est à peu près ça. Je vais vous certifier la somme. Alors ça se passe dans le New Jersey, donc près de New York. Et puis on s'aperçoit que le monsieur Witowski en question, il a volé des millions de dollars. Je vais essayer de retrouver la somme. Voilà, il s'agit bien de 40 millions de dollars qui ont été escroqués à des institutions financières, à des organisations religieuses et à des associés. 40 millions de dollars. Alors cette personne est en prison. Et puis la sûreté marocaine m'attire mon attention sur un lien familial, toujours dans la famille Witowski, avec un certain Joseph Witowski en France. Alors il n'y en a pas beaucoup des Witowski en France. Et le Joseph Witowski de France, il est absolument passionnant, pour autant qu'on puisse être passionné par ce genre d'individu. Alors, ça fait l'objet d'un article dans une revue qui s'appelle Détective, que vous devez sans doute connaître. C'est une revue qui parle de grande criminalité. Et qui nous parle, en 1928, je vais vous dire la date exacte, du 20 décembre 1928, on est juste avant la guerre, voilà, Détective, voilà, et voilà le document que me transmet la sûreté marocaine et qui me dit qu'il y a un lien de famille, qui m'indique quel est ce lien de famille. C'est très intéressant parce que l'article nous dit d'un certain Jacques Witowski, qui était dans le sud de la France, dans le Vaucluse, l'Ardèche, une région qui semble affectionner cette famille.
En dernier lieu, il travaille à la Grande Combe en Vaucluse aux mines de charbon, parce que les Polonais sont venus travailler dans les mines de charbon. Pourquoi? Parce que d'abord, on a failli atteindre au début du XXe siècle l'extermination de la classe ouvrière française. Il s'en est fallu de très très peu. Je documenterai d'ailleurs cette quasi-extermination de la classe populaire française, des pauvres, par l'industrie. Et on va les remplacer. Donc vous avez tous vu le film Germinal. Et puis, eh bien, ces gens, les gens manifestent, ce qui est tout à fait normal. Ils font des piquets de grève pour augmenter les salaires. On a des enfants de 7 à 8 ans qui sont dans les mines. Et le patronat, avec la complicité de la police et du gouvernement républicain, va faire venir des centaines de milliers de Polonais. On en avait 400 000 après la Deuxième Guerre mondiale. Donc une grande partie ont été expulsés, mais pas tous. On ne pouvait pas expulser ceux qui sont nés en France. Qui venaient bien concurrencer les Français, leur manger le pain dans la bouche et faire le jeu des patrons pour abaisser les salaires. Et alors, il est écrit dans Détective, en ce dernier lieu, il travaille à la Grande Combe en Vaucluse aux mines de charbon. Parfois, il se rend à Loris chez son père nourricier qui n'aime guère recevoir cet adolescent singulier. Un jour, au café, il fait connaissance de Witowski. De ce gamin, on ne sait que ceci. Il a quitté sa Pologne natale tout petit. Il a travaillé à Charleville dans une usine. Il a promené on ne sait pas où sa tignasse blonde, ses épaules sournoises et son regard chafouin. Il est faible, il est aussi vicieux. Huguetto se prend d'amitié pour le petit Joseph, ils ne se quittent plus, dorment ensemble, font la chose, et le plus vieux, le plus costaud, protège son gosse, lui paie à boire, à fumer, l'entraîne dans ses débauches. Un beau jour, plus de sous. Et le gamin polonais devient exigeant comme la femme qu'il est devenu. Trouve de l'argent grand ou je ne reste plus avec toi. Où veux-tu que j'en trouve? Faisons un coup, suggère le petit Witowski, je t'aiderai. Et les voilà qui prennent le train pour Manosque et qui achètent un revolver, une arme de taille calibre 7 mm 65 et une boîte de balles. De Manosque à Valençol, il y a un autocar. De Valençol à la ferme des Courelis, où Huguetto sait qu'il y a un peu d'argent, 2 enfants, une femme, un domestique à demi impotent, et seul le maître Adrien Richaud qui soit capable de se défendre, 4 ou 5 kilomètres de mauvaise route et de petits chemins. Ils arrivent le dimanche soir à la nuit, après le dîner. Tiens, voilà Julot. Bonsoir patron, qu'est-ce qui t'amène? Je suis dans le pays et je cherche du travail, en attendant vous me donnerez bien un coucher. Avec plaisir, dit l'hôte. Veux-tu manger d'abord? Pas la peine, c'est fait. Witowski, cependant, est caché dans le jardin. Alors, au lit, mon gars, je vais t'égayer une botte de paille sous la grange, près des bêtes, et je n'aurai pas froid. Et ce qui se passe, eh bien, c'est ce que va découvrir la police le lendemain matin. Eh bien, ils volent tout. Après avoir pris les économies, les pièces d'or et d'argent dans un coffre et fait un retour, eh bien, ils assassinent le père Richaud pour lui dérober son portefeuille et ses papiers dans sa poche. Il faut avoir vu les 5 cadavres étendus sur l'air, 5 jours plus tard, quand on eut découvert le crime, pour juger de la furie des monstres et du petit Polonais. Seul le médecin légiste est un courageux reporter photographe de Marseille, ne détournait pas la tête. Cependant, le commissaire Guibal serrait les poings comme si de retrouver les fauves, il lui fait la satisfaction d'une vengeance personnelle. 1 heure après, il avait interrogé les paysans des environs. Il possédait un signalement du petit Joseph Witowski, parce que le bandit avait heurté l'huisse d'une ferme pour demander un crouton de pain et du travail. Il possédait, parmi les noms d'une dizaine de valets de moissons et de vagabonds de batterie qui étaient passés depuis 1 an au Courelis, le nom de Huguetto. Avec ses 3 inspecteurs, il sauta dans son auto et courut à voix, où il sentait que les gredins étaient passés. Il coucha dans le bureau de poste, près du téléphone. Au matin, 2000 gendarmes commençaient d'arrêter tous les rôdeurs à tous les carrefours. Pour son petit déjeuner, le commissaire apprit encore ceci. Les bandits étaient passés 5 jours avant. Ils avaient changé de l'or au café et couché dans une grange. L'inspecteur Labeille y trouva les papiers du père Richaud. Une jeune fille avait vu passer Huguetto et l'autre. À midi, le signalement qu'on distribuait aux gendarmes, à 100 km à la ronde, était déjà plus détaillé que les policiers savaient leur proie de gare en gare, de boutique en boutique, de café en café. Mais avec 5 jours d'handicap, c'est alors que Guibal se souvient du vieux postulat de géométrie policière, chercher la femme.
Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Alors, prostitution, femmes de mauvaise vie, homosexualité tarifée, pédocriminalité, est-ce que véritablement trouver systématiquement le nom de Witowski d'un côté comme de l'autre est une bonne indication? Et c'est une question que se sont posées les chercheurs. Est-ce que la criminalité est culturelle c'est une famille qui la véhicule? Est-ce que cette culture se développe plus ou moins selon le contexte? Et est-ce qu'elle est génétique? Et si elle est génétique, eh bien, quel est l'indicateur génétique? Et véritablement, eh bien, ce qui va être trouvé, c'est ce qu'on appelle le gène du combattant, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes possèdent un gène que moi je n'ai pas, qui est le gène qu'on retrouve dominant chez les personnes incarcérées, chez les criminels, chez les assassins, dont eh bien, toute l'intelligence du système moderne d'exploitation est de les avoir mis au service de la coloniale, c'est-à-dire de l'asservissement colonial eh bien, de l'empire otanesque. Voyons donc quel est ce gène du combattant. Certains d'entre vous, comme moi, ont très certainement eh bien, fait des études de droit. Moi, je suis allé jusqu'à la maîtrise. Et on a tous étudié en deuxième année le droit pénal. Et dans le droit pénal, on nous a parlé de l'homo criminalis de Lombroso, c'est-à-dire eh bien, un fichage en fonction de la physionomie qui va permettre de voir les profils qui sont portés à la délinquance. On voit par exemple que le nez crochu et les ongles recourbés eh bien, sont les personnes qui vont être dans l'avarice. On voit aussi que les gens qui sont grands et maigres eh bien, vont être dans les viols. Et puis il y a toute une typologie comme ça. La question de l'homo criminaliste, elle a évidemment dérapé parce qu'elle a donné lieu à un fichage racial où eh bien, ça a donné le juif escroc, le polonais alcoolique et violeur, la femme des Balkans, le slave empoisonneur, etc. Et puis avec toute une typologie en réalité raciale qui va rapporter un certain nombre de qualités ou de défauts à certaines races. Alors, il y a des personnes qui pensent qu'être juif, c'est une race et que cette qualité se transmet par les femmes. Alors, c'est assez amusant d'ailleurs que ça soit ce type de personnage avec le patronyme qu'il a qui se perdent dans ce genre de constatation, qui pour cacher le passé de sa famille
invoque un acte de résistance qui en réalité était un acte de forfaiture organisé à dessein et pour cacher les activités absolument épouvantables de toute une famille en France comme en Pologne. Mais la question de la criminalité, elle est importante pour nous qui faisons des études de droit, particulièrement moi qui suis issu d'un milieu de magistrat. C'est-à-dire, y a-t-il des facteurs qui poussent un criminel à agir et quels sont ces facteurs? Depuis plus d'un siècle, il y a des scientifiques, il y a des chercheurs, et il y a des psychanalystes, et il y a aussi des généticiens qui se penchent sur la question. Comme je vous le disais, en 1887, c'est Cesare Lombroso, un médecin italien, qui a publié un livre qui a un peu changé la vision des criminalistes, qui s'appelait l'Homo criminaliste, qui était basé sur une étude statistique, anthropologique, qui montrait qu'un certain nombre de personnes avaient des dispositions innées en fonction de leur physique. Alors bien entendu, avec ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres et la Deuxième Guerre mondiale, tout ça a été tombé en désuétude jusque dans les années 60. Eh bien, une idée s'est imposée, il y a un chromosome du crime, et il y aurait un nombre élevé d'hommes porteurs d'un chromosome Y surnuméraire, donc la présence anormale d'un deuxième chromosome Y chez beaucoup d'hommes, pratiquement 85% des hommes qui sont emprisonnés ou qui sont soldats ou qui sont policiers et qui sont impliqués dans des meurtres. C'est en 1967 que la publicité et la presse se sont emparés de cette idée du chromosome du crime, notamment après que le tueur américain Richard Speck et le tueur français Daniel Hugon présentent les caractéristiques du karyotype XYY. C'est alors que la justice, à la demande des avocats qui cherchent à avoir un facteur excusant, c'est-à-dire comme on dit en droit, une condition qui va les dispenser de leur responsabilité totale, qu'on va s'interroger sur la piste génétique. Une autre piste a vu le jour dans la revue spécialisée américaine qui s'appelle Molecular Psychiatry. Des chercheurs finlandais ont réalisé une étude et ils ont montré que deux gènes appelés MAOA et CDH13 seraient associés au comportement extrêmement violent. Le gène CDH13 a été relié aux troubles du contrôle de l'impulsivité et les auteurs de l'étude notent que les deux versions de gènes mutés sont plutôt courantes. En effet, un individu sur 5 en serait porteur, notamment les individus qui sont porteurs du rhésus sanguin A, donc celui de K1, et qui sont portés sur la violence. L'expérience a eu quand même ses limites parce que si ça a porté sur des délinquants, c'était pas tous des assassins. On a vu aussi que certains assassins n'avaient pas ce gène. Alors, ça veut dire que certainement il y a une cause génétique et certainement il y a une cause éducative. Et plusieurs études ont révélé que l'ambiance familiale, les valeurs transmises, les conditions socio-économiques ont un impact sur le comportement et la psychologie d'un criminel en devenir. La pauvreté, l'exploitation, les conditions de travail difficiles, le déracinement, la migration font que, il y a plus de criminalité chez les pauvres, chez les migrants que chez les gens de souche. En réalité, il y a sans doute autant de criminalité, mais elle n'est pas la même. Petit à petit, s'est imposée l'idée qu'il y avait une psychopathologie qui prédisposait au crime. Et on a commencé depuis la fin du 19e siècle à faire des expériences dans les hôpitaux psychiatriques jusqu'à notre époque pour voir comment les troubles mentaux pouvaient être liés à la criminalité. Aujourd'hui, l'idée selon laquelle il existerait une personnalité type criminelle qui expliquerait à elle seule les conduites délinquantes a été abandonnée. Cependant, il a été prouvé que les recherches empiriques sur les profils psychologiques des criminels présentent un grand intérêt. D'après Hans Einzek, un psychologue britannique connu pour son travail sur les personnalités, les théories comportementales et pour ses pratiques de la psychanalyse, une personnalité criminelle naît et se développe au travers de 4 facteurs. Cognitifs,
En règle générale, les criminels peuvent apprendre par cœur. Ce sont des gens qui ont une très grande mémoire. Hein, on dit d'ailleurs qu'un bon menteur est toujours un menteur qui a de la mémoire. Donc c'est des gens chez les criminels qui ont des capacités en mathématiques et qui ont des capacités de mémorisation. D'autre part, il y a des facteurs conatifs, c'est-à-dire le caractère de la personne, affectif, le tempérament de la personne, notamment son niveau de maturité émotionnelle. Alors, par exemple, on voit que chez les pédocriminels, généralement, ils ont l'âge émotionnel de leurs victimes. C'est pour ça qu'ils sont attirés sexuellement par des petites victimes, parce qu'ils ont l'âge de leurs victimes, et généralement, ça correspond à un blocage à la même époque. Et puis, il y a des fonctions somatiques, c'est-à-dire la constitution physique. Certains auteurs affirment qu'il y a des traits psychologiques de criminels, tels que 1. L'égocentrisme, l'absence de sens moral, l'insensibilité aux souffrances d'autrui, l'incapacité à se contrôler et encore l'irresponsabilité. Or, l'irresponsabilité, elle a été mise en exergue dans l'expérience de Milgram que vous connaissez bien, c'est-à-dire, et dans une vidéo qui s'appelle Le Jeu d'ailleurs, où on demande à des gens d'électrocuter des acteurs, mais ils ne savent pas que ce sont des acteurs, s'ils répondent mal à certaines questions, et toute une partie de la population va jusqu'à tuer. Et l'expérience de Milgram, qui a été reprise dans I comme Icare par un grand cinéaste américain, eh bien, a montré, et Yves Montand était acteur, j'ai repris plusieurs scènes de ce film, que, eh bien, lorsqu'une autorité qui était jugée légitime par la personne donnait l'autorisation de tuer, c'est-à-dire que la personne se sentait irresponsable. Lorsque la personne avait un trouble affectif qui lui faisait qu'elle n'était plus capable de se contrôler, et lorsque l'auteur était insensible aux souffrances de ses victimes, qu'il arrivait à se priver de sens moral en avançant des arguments logiques, et lorsque cette personne était complètement égocentrique, eh bien, ces personnes-là tuaient. Donc on a bien l'égocentrisme, c'est-à-dire l'infatuation égotique, c'est l'idée qu'on veut donner de soi-même aux autres, le colonel, le préfet, la générale, la banquière, etc. Tout se passe au niveau de l'ego. Il y a l'absence de sens moral, c'est-à-dire la fin justifie les moyens. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps de policiers luxembourgeois que la fin justifiait les moyens. La fin, c'est l'extermination de 7 milliards d'humains et la disparition de la délinquance. Et les moyens, eh bien, c'est la psychotronique, c'est de harceler n'importe qui, jour et nuit, son entourage, pour eh bien, faire chier. Parce qu'en réalité, il y a une insensibilité totale aux souffrances qui sont provoquées sur les proies. Il y a ces gens-là une incapacité à contrôler leurs pensées, contrôler leur mauvais caractère. Par exemple, dernièrement, il y a un petit crétin luxembourgeois qui était aux écoutes. Et puis, il a eu le pare-brise de sa Golf qui était pété. Il a eu une dispute avec sa copine. Le pare-brise de sa Golf a été pété. Il a suggéré toutes les personnes de mon entourage jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui pète le pare-brise de la BMW de ma tante. Voilà. Et ça, j'enverrai donc la facture au ministère des Armées, je pense, ou au ministère de la Défense, ou au ministère de l'Intérieur luxembourgeois, qui d'ailleurs serait bien inspiré de rendre le matériel qui a été volé par des policiers au palais de justice et qui est toujours pas rendu, il y en a environ pour 7 500 €. C'est évidemment, ces gens-là sont d'une insensibilité totale aux souffrances d'autrui et l'incapacité de se contrôler, ou encore ils se sentent irresponsables. Dernièrement, on a un membre de cette famille Witowski qui a attiré mon attention parce qu'il a organisé une chasse aux pédophiles dans l'Hérault, c'était un coup de filet sur toute la France, qui a montré qu'il y avait quelques personnes isolées, 14 personnes ont été placées en garde à vue, 14. Et généralement, c'était des fichiers, mais inexistence totale de réseau. Alors, quand on sait ce que je sais et quand on a connu qui j'ai connu, ça fait bien rire. Il a récidivé d'ailleurs en 2018 en signant un mémorandum remis au Sénat sur les centrales nucléaires qui montre qu'il n'y a aucun problème avec les centrales nucléaires. Il y a 50% des réacteurs qui sont fermés aujourd'hui pour défaut justement dans ce qu'il disait être fiable, c'est-à-dire la tuyauterie. Et puis dernièrement, c'est le trafic de drogue en région parisienne. C'est aussi les événements du Stade de France parce que c'est Radio Préfecture Mans, c'est la radio de l'allemand. Mais sauf que le Stade de France, il n'est pas dépendant de la préfecture de police de Paris. Hein. Il est dépendant de la préfecture de police de Seine-Saint-Denis. Et devinez qui est préfet,
Il est en famille avec le pasteur Witowski et avec Joseph Witowski. Donc ces gens-là se sentent complètement irresponsables et ils sont prêts à signer n'importe quoi. Et d'ailleurs, maintenant, il y a de nouvelles attributions après la préfecture, puisqu'on pense l'amener au ministère de la Défense, qui serait plutôt, compte tenu de ses fréquentations actuelles, le ministère de la Défense, vu la quantité de dealers qu'il reçoit jusqu'à son propre domicile. Voilà, les résidences secondaires en Ardèche, c'est toujours intéressant à surveiller pour un service de renseignement étranger, puis le téléphone portable fait très bien son travail lui-même, même pas la peine de déplacer du personnel. Voilà. Donc on a bien, dans la personnalité criminelle, l'égocentrisme, c'est-à-dire l'absence d'inhibition et un non-respect des normes, ces gens qui n'ont aucun repère, la labilité, c'est-à-dire l'instabilité du caractère et la non-évaluation de ses actions, l'agressivité qui rend possible l'acte criminel et permet à l'auteur de dépasser les obstacles matériels, et l'indifférence affective, celui qui fait que quand on abuse de sa fille pendant des années, on est persuadé qu'elle vous aime, alors que ce n'était qu'un viol et que ce n'était que de la pédocriminalité. C'est une indifférence affective qui va jusqu'à faire des avortements clandestins et jeter des enfants à la poubelle qui sont pratiquement formés. Mais il a été très courageux. Voilà. Donc on a là le noyau central de la personnalité criminelle, et avec la génétique, certains gènes, avec la culture familiale et avec le positionnement face à l'ego et à la vie sociale, on voit tout à fait quels sont les profils criminels. Il est tout à fait facile de les détecter. Maintenant, c'est encore plus simple avec Internet. Vous allez sur généalogie.com ou d'autres sites, vous tapez le nom de la personne et sa date de naissance, vous allez avoir son arbre généalogique. Ensuite, avec les moyens de l'intelligence artificielle, il y a de très très bons sites d'intelligence artificielle aux États-Unis, vous demandez à avoir un certain nombre d'informations. Or, on s'aperçoit qu'il y a des services de renseignement qui font disparaître les informations et qui les rendent inaccessibles. Alors, elles peuvent être inaccessibles de France, elles peuvent être inaccessibles du Brésil, mais quand par hasard, elles deviennent accessibles du Maroc. Et j'ai trouvé cet article de 1928 particulièrement intéressant, et je vous donnerai bientôt de nouvelles sur la fake résistance, c'est-à-dire les gens qui se font passer pour des résistants, alors qu'ils étaient des collabos qui travaillaient dans des charniers à ciel ouvert en Pologne qui s'appelaient les camps de concentration et d'extermination de l'Allemagne nazie. Mais après, les mêmes se sont reconvertis dans l'industrie de la viande, toujours continuer avec le bétail pour s'enrichir. C'est quand même le meilleur moyen de gagner de l'argent. Alors la question se pose, est-ce qu'il y a une prédisposition génétique, et de quoi s'agit-il exactement? En réalité, une réponse nous est aussi donnée par les rabbins. Les rabbins nous disent que les Édomites, c'est-à-dire les descendants d'Ésaü et Ésav, correspondent à des gènes de l'humanité précédente, celle d'avant le déluge, qui était principalement composée de personnes qui vivaient comme des primates, c'est-à-dire qui vivaient en anarchie. Plus ce sang des Édomites s'est développé, plus cette mentalité édomite s'est imposée, plus l'humanité a été confrontée à des difficultés, et c'est ce que nous rappelle le prophète Daniel dans sa vision du Colosse, c'est-à-dire qu'il y aura 7 empires sataniques. Ces 7 empires sataniques, c'est la bête qui monte de la mer, c'est la bête qui monte de l'eau. L'eau, c'est les foules dans la Bible, c'est-à-dire que les foules vont porter 7 empires sataniques absolument horribles. Ces 7 empires sataniques, ce sont eux qui vont amener les grandes tribulations pour les peuples sémitiques, pour les gens qui ont la foi. Et nous vivons le dernier, qui est l'empire anglo-américain, dont je vous ai parlé à propos de Luxembourg, à propos de Londres, mais on va ensuite passer à Bruxelles, ensuite à Francfort, puis à Genève, enfin à Milan, puis à Rome, qui sont les 7 capitales du satanisme, avec les 7 tours du diable. Rien que ça. À bientôt, ciao. Vai vendo e tudo acontece como você quer.
busca novos ares, faça o que quiser. Você não vai mais brincar com os meus sentimentos. Vai ver que não existe preço pro meu coração. Não sou nenhum bichinho de estimação, muito menos um objeto pra você. Amor, você. Ele só